Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour, puisque ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission qui sera diffusée et rediffusée. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter cette émission qui va véritablement nous aider à chasser la pauvreté. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir ici, sur le plateau, Monsieur Thierry Katamboué. Il est coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet de l'extension de la ville de Kinshasa. Vous qui vous plaignez des embouteillages, vous serez servi. Monsieur Thierry Katamboué, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Quelles sont donc les bonnes nouvelles que vous nous amenez et que j'ai présentées avec beaucoup de verve et d'engagement? Les bonnes nouvelles, elles sont légion par rapport à ce que nous apportons aujourd'hui. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, c'est tout simplement la solution à beaucoup de maux en une fois. Les maux d'embouteillage qui ne sont qu'une simple conséquence de tout ce qui est derrière, problème d'urbanisation, problème de promiscuité, problème de surpopulation sur une superficie qui n'était pas prévue pourtant, et tout ce qui est autour d'un problème aujourd'hui carrément de développement et de bonnes conditions de vie. Donc voilà ce que nous apportons aujourd'hui. Nous apportons une solution globale qui va non seulement permettre de régler ces problèmes, mais qui va permettre de créer un nouveau pôle de développement. Un développement de l'humain et un développement de l'économie en elle-même et de l'industrie en ayant une extension de la ville de Kinshasa. Cette extension va aller vers où? Où va-t-elle s'installer? Cette extension s'installe sur la seule partie la plus grande et la plus disponible de la ville de Kinshasa, ça veut dire l'Est, ça veut dire Maluku. Il faut quand même savoir que 70% de la superficie de la ville de Kinshasa, c'est Maluku, qui aujourd'hui, dans tous les cas, si nous ne nous y prenons pas, au vu de ce qui est en train d'arriver, la population va y aller toute seule, mais de façon désordonnée, et ça sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est à Maluku qu'est situé le projet d'extension de la ville de Kinshasa pour la création d'une nouvelle ville complète, résiliente, moderne, écologique et intelligente. Vous savez, je suis un vieux journaliste, c'est pas la première fois que je m'entends dire qu'il y aura une nouvelle ville. Déjà, dès la prise du pouvoir du président Tshisekedi, j'en avais entendu parler. On parlait de Cité Kitoko. Et maintenant, vous revenez avec la même idée. Oh, qu'est-ce qui nous démontre que cette fois-ci sera la bonne? Oui, je préférais dire nous venons avec une idée. Pas nous revenons avec la même idée parce que le cadre et les contextes sont complètement différents. Le projet de la cité Kitoko est un projet qui est un très bon projet, basé sur un PPP entre deux entreprises et l'État congolais. Le non-accomplissement de ce projet nous a servi de leçon aux experts ainsi qu'au gouvernement qui se sont mis à réfléchir et donner un exutoire. L'exutoire, c'est cette coordination. La réflexion a été profonde sur avoir les causes de l'échec du projet Kitoko. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. On ne peut pas continuer d'échec en échec, on ne peut pas continuer dans des non-applications, non-accomplissements. Il faut réfléchir, et ça c'est quelque chose qu'il faut le faire, réfléchir et se projeter. C'est ainsi que la projection a été faite. Parmi les points qui bloquaient le projet, l'un des plus gros points, c'était le cadre institutionnel, le point focal. Il y a plusieurs interlocuteurs, il y avait plusieurs personnes, plusieurs autorités à qui il fallait s'adresser.
Maintenant, avec la coordination permanente, on a un seul point focal. C'est la coordination qui négocie, qui conçoit, qui prend les contacts, qui est la pierre angulaire, c'est l'intersection entre tout ce qui est service extérieur et le gouvernement. Donc la coordination qui fait partie de ce comité de pilotage stratégique a l'accès aux différents ministères ainsi qu'à la primature pour régler les différents problèmes institutionnels. Et le point focal, c'est M. Thierry Katamboué. Le point focal, c'est la coordination permanente. C'est vous qui la dirigez. Thierry Katemboué a l'honneur et le plaisir de pouvoir diriger en tant que coordonnateur principal. Je ne suis qu'une petite pièce dans ce grand puzzle. Une petite pièce qui va nous dire ce que nous devons attendre de ce qui est un très très bon projet. Qu'est-ce qui vous arrive en tête tout de suite lorsque je vous pose la question de savoir à quel moment on va commencer les travaux? Je pense qu'en répondant à cette question et en continuant aussi finalement dans la foulée de l'autre question, aujourd'hui, comparativement à tout ce qui a été fait auparavant, et là on parle quand même de quelques décennies, nous avons aujourd'hui un plan que je peux dire assez clair. On a travaillé toute l'année sur le concept, on a travaillé toute l'année sur le cadre institutionnel, le cadre administratif, le modèle économique, le modèle financier, et ensuite on s'est mis à négocier avec tout type de partenaires. Et un autre point qui est important et qui nous a permis aujourd'hui à pouvoir donner un calendrier, c'est de pouvoir se dire que nous avons contacté des groupes reconnus mondialement. C'est que la plupart de ceux qui interviennent à ce jour dans ce projet, on n'a presque pas besoin de les chercher. Ils sont des renommées internationales, ils ont un background, des références à travers l'Afrique, à travers le monde. Donc nous nous sommes basés sur des structures qui ne se présentent plus au niveau des projets d'infrastructure. Alors à partir de cela, on a réalisé je peux dire un plan de zone, parce que là encore, on est en train de répondre. Aujourd'hui, nous avons Kinshasa, on se plaint et on a construit là où il ne fallait pas et tout le reste, tout ce problème d'urbanisation. Nous avons, sur base des premières études qu'on avait réalisées sur le site qui nous a été octroyé par le ministère des Affaires foncières, nous avons pu faire une zonification. De cette zonification, on sait où est-ce qu'on mettra notre zone agricole, notre zone industrielle, la base logistique, ainsi que tous les aménagements urbains. Sur base de cela, nous nous sommes créés des priorités. Et dans ces priorités, on s'est dit, voilà, afin de consolider le projet, il faut déjà avoir quelques îlots de projets qu'on a nommés comme ça, qui peuvent démarrer tout de suite, mais tout en ayant un respect des normes, ça veut dire des études valables, des études transmises, un plan de financement, un modèle économique, tout est fait et ainsi, après, seront intégrés dans le master plan général. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, ce qui nous permet de dire que l'objectif est que le premier travaux puisse démarrer avant la fin de l'année 2024. Et on est en train de travailler tous les jours pour ça avec toute l'équipe afin de pouvoir atteindre cet objectif. On compte démarrer les premiers travaux avant fin 2024 et prouver à tout le monde, à la population, aux partenaires, à tous les niveaux, que ce projet est réel et va se faire et commence à se faire. Là, déjà, les jeunes qui ont encore des reins solides commencent à rêver. Parce que c'est un projet qui va demander beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travailleurs. Vous pensez créer combien d'emplois déjà au départ? Il faut qu'ils rêvent. Je suis assez meurtri de me rendre compte qu'à un moment donné, les jeunes, les Congolais ne rêvent plus. Dès qu'on sort légèrement des sentiers battus, tout le monde nous considère
nous prend pour des rêveurs. Oui, nous devons rêver, comme ces jeunes qui doivent rêver, parce que les emplois sont effectifs. On a fait un travail, on a fait des sorties, on discute avec des organisations sérieuses pour l'encadrement des jeunes. Au démarrage des travaux, sur les 3 premiers mois, sur la cité industrielle, on a besoin de 10 000 emplois. On a 10 000 jeunes qui vont avoir du travail sur les 3 premiers mois, ça c'est sûr et certain. Vous savez, Monsieur Katamboué, il y en a d'autres qui se disent encore des bonnes paroles. Hein? Moi, je voudrais aujourd'hui que vous puissiez véritablement les convaincre. Dans un premier temps, le recrutement va se passer comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chôment et qui n'attendent que cela. Déjà, d'abord, j'insiste, il faut vraiment qu'on y croit. Il faut vraiment qu'on y croit parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité, même une nécessité urgente. Absolument. Quand on voit dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas du fait d'une personne ou du fait de 10 ans ou 5 ans ou 6 mois ou 1 mois, mais c'est le fait d'une accumulation. Cette ville a été prévue pour 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 17 millions. Au départ, on disait même 450. Oui, au départ, on disait même 450 000, puisque même dans les planifications pour le marché Zando, c'était prévu pour alimenter 450 000 personnes. Après, bon, on s'est fait des largesses, peut-être pour se faire une bonne conscience, on s'est dit que c'est 1 million. Mais aujourd'hui, on est à 17. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer avoir une bonne qualité de vie, avoir un bon développement humain dans cet environnement? C'est devenu quasiment impossible et on sait que ça va encore augmenter de façon exponentielle. Donc, nous devons y croire. On ne doit pas se dire que c'est des belles paroles. Ce n'est pas le projet de Thierry Katemboué, ce n'est pas le projet du CSPVK, c'est le projet du peuple, c'est le projet du chef de l'État, c'est le projet du gouvernement, parce que c'est une nécessité, vraiment une nécessité. Et en plus de cela, c'est le projet qui, j'en suis persuadé, va chasser de la pauvreté. Peut-être pas la pauvreté dans son entièreté, donc ce projet va chasser de la pauvreté. Et là, on a ces jeunes, on a 10 000 jeunes qui aujourd'hui probablement n'ont pas d'emploi, mais qui dans les 3 prochains mois auront des emplois. Voilà ce que nous apportons de plus concret. Et ils seront recrutés à 3-4 étages. Premièrement, on commence par la Tchangou et Maluku. Naturellement, il y aura tous les quotas communautaires. C'est parce que la communauté locale doit s'approprier du projet et ça doit vraiment être les gardiens du temple, hein, façon de parler. Ensuite, on passe aux différents centres de formation qui sont à Kinshasa. On va faire le tour. Ils ont souvent des listings pour tous ces jeunes qui sont passés là-bas mais qui n'ont pas d'emploi. Je crois que d'emblée, on va essayer de les recruter tous, puisqu'au moins ils sont déjà formés. Et ensuite, il y aura une forme d'offre qui va être générale pour ceux qui sont formés et ceux qui ne le sont pas. Il est prévu justement des centres de formation de type. Un qui sera en ligne avec une application qui existe déjà, qui est fonctionnelle, qui a été faite avec une institution de formation belge. Et il y aura les centres physiques qui seront mis sur place. Récemment, on a eu encore une des plus grosses organisations internationales qui est venue dans nos murs par rapport à cela et qui va se faire aussi en partenariat avec les ministères de formation au niveau national et provincial, avec les autres organisations de formation existantes, afin de pouvoir leur donner une capacité. Et dès qu'ils ont une capacité, un certain pedigree, ils pourront être recrutés. Est-ce que vous avez pensé au service national? Oui, ça fait partie. Donc, il y a l'INPP, il y a le service national, il y a d'autres centres de formation beaucoup plus petits qui existent, qui seront évidemment pris en compte. Je ne veux pas faire beaucoup de focus essentiellement sur le service national parce que je considère que nos jeunes gens qui ne sont pas tombés dans le banditisme ont droit aussi
a une chance d'obtenir des emplois. Ce qui est fait aujourd'hui avec les anciens bandits est une très bonne chose. Et je pense que ça donne de l'envie aussi à ceux qui ne se sont pas versés dans le banditisme d'être aussi bien pris dans ces conditions-là. Donc nous allons leur donner aussi cette opportunité de pouvoir demain avoir de l'emploi et de faire des plans de vie sur 10-15 ans. Alors, pour que le rêve ne soit pas comme ça, un rêve perdu, il y a quand même des difficultés. On va importer énormément de matériaux. Et ça va coûter cher au pays. Voilà, vous allez directement sur notre premier projet. Ah bon? Qui est la cité industrielle. C'est par ça que nous voulons commencer. Nous voulons commencer par la cité industrielle. Pourquoi nous commençons par la cité industrielle? C'est un impact multiple. Premier impact, nous avons aujourd'hui près de 90% d'importation des matériaux de construction. Tout ce que nous avons dans votre bâtiment ici a presque été importé. Ce n'est pas possible qu'on ait des logements ou des constructions, des bâtiments concurrentiels avec ce qui se fait sur d'autres cieux. Ça sera toujours beaucoup plus cher. Alors on ne va pas aller sur éternellement des exonérations qui au fini sont commerciales. Absolument, c'est une perte pour l'État. C'est une perte pour l'État parce que les exonérations, ce n'est pas comme si on a pris de l'argent dans le vide, on le prend sur le budget de l'État qui supporte en fait ces services. Et donc, on pense que l'une des premières nécessités, c'était la création de l'usine du bâtiment, façon de parler, mais c'est pour dire toutes ces usines qui constituent la construction du bâtiment. Et là, nous avons 200 usines qui sont prévues essentiellement pour les matériaux de construction. Il faut savoir que sur la construction d'un bâtiment, nous avons à peu près 150 produits. Dans la construction d'une maison classique, on a à peu près 150 produits. Nous aurons autour de 200 usines spécialement qui seront construites sur les 12 premiers mois, qui sont des matériaux de construction pour pouvoir baisser le coût de construction de la nouvelle ville, mais automatiquement avec un impact pour le reste de la ville de Kinshasa. On aura nos maisons construites à moins cher et ainsi que le reste du pays qui sera lié Quels sont ces matériaux? Par exemple, le fer Maluku a échoué. Oui, il y a le fer à béton, il y a la peinture, il y a les portes, il y a toutes ces tables, il y a tout ce qui est profilé en aluminium, en fer, il y a les poignées, il y a les vitres qui vont être fabriquées là-bas avec des mines qui seront exploitées de silicate au Congo central. Il y a des panneaux solaires avec le silicate encore qui pourra... Il y a plusieurs produits qui pourront être développés. La sidérurgie de Maluku a échoué pour multiples raisons, aussi des raisons de matières premières. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ferraille, que ce soit dans la ville de Kinshasa, aux environs, et ainsi que dans les pays voisins, puisqu'aujourd'hui, ça s'importe dans les bateaux, mais aussi la production de matériaux, de matières premières de fer n'était pas pareil qu'aujourd'hui dans le monde, et nous aussi à terme on pourra développer une usine de fer. Cité industrielle, donc pour la fabrication de tous ces éléments qui constituent, n'est-ce pas, qui entrent en compte dans la construction de ce qu'il y a à venir. Et puis après la cité industrielle viendra quoi? Petite précision, la cité industrielle ne va pas être essentiellement pour les matériaux de construction. Nous commençons par les matériaux de construction, vu l'urgence et la nécessité, c'est pour ça qu'on commence par cela. Mais la première phase de la cité industrielle sur les 12 premiers mois, c'est matériaux de construction, l'usine agroalimentaire, les usines agroalimentaires et celle de recyclage. Il y a 3 parcs industriels qui doivent être faits pour les 12 premiers mois. En tout, on a 8 parcs industriels. Donc, et les 3 premiers parcs industriels sont ces 3 parcs qui vont commencer. Ensuite, il y a les autres usines qui vont continuer petit à petit. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire, c'est un projet, c'est la plus grande zone industrielle d'Afrique subsaharienne avec 7500 hectares. Donc c'est un projet qui va prendre durant toute la période de la première phase du projet, donc ça veut dire les 4 ans de la première phase. Juste après, nous voulons démarrer avec quelque chose d'essentiel.
qui aura un impact encore sur la vie du Congolais, c'est le transport fluvial. Aujourd'hui, on a développé un projet pour désengorger Maluku, pour promouvoir l'accès à Maluku, avec un projet qui est fait avec une banque de développement qui va de la baie de Ngaliema jusqu'à Maluku, avec des mini-débarcadères dans les différents quartiers et 3 mini-ports sur des zones intermédiaires, afin de permettre à ce que les gens pourront se déplacer de la baie de Ngaliema, de Gombe, de Limete jusqu'à Maluku via le fleuve Congo. C'est un projet dont les études aussi, comme la cité industrielle, sont déjà entièrement faites et transmises. Elles n'attendent qu'à être appliquées. Et ce projet-là, pendant qu'on est en train de construire la nouvelle ville, on va déjà impacter la vie du Quinois, la vie du Congolais, parce que un bon nombre n'auront plus besoin de passer par le boulevard Lumumba, mais vont repartir vers le fleuve. Et ça, c'est une innovation que nous apportons. Alors, juste après, la plateforme hospitalière. La plateforme hospitalière avec une double nécessité. Première nécessité maintenant, parce que il faut que ceux qui vont travailler là-bas soient quand même en sécurité sanitaire. Donc, c'est vraiment pour eux d'abord que nous commençons au départ, mais aussi pour toute la population, pour la simple et bonne raison que les services qu'il y aura là-bas, il n'y en a pas en RDC, comme par exemple le centre d'oncologie. On va y avoir le premier centre d'oncologie. Ce projet est développé avec un consortium belgo-marocain qui a déjà transmis toutes ses études et qui est prête aussi au démarrage. Donc, dès ces instants-là, nous pensons que le projet sera bien lancé et les autres pourront suivre, même si la cité résidentielle que nous espérons quand même pour le premier trimestre de l'année 2025 puisse démarrer, la première cité résidentielle du moins, de 300 hectares étudiés sur 300 hectares, mais qui sera large de 1000 hectares, puisse pouvoir démarrer, s'est développé avec un groupement sud-africain. C'est savamment étudié. Alors, au finish, Kinshasa, vieux Kinshasa, ce sera quoi? Ça sera mieux. Le vieux Kinshasa sera mieux. Sera meilleur avec la nouvelle ville. Tout simplement parce qu'on aura réduit la promiscuité. On va déplacer une partie des gens, petit à petit, qui vont commencer à aller, soit pour le travail, soit pour se faire soigner, finalement qui voudront y rester, avec tout ce qui va se passer là-bas. Et il y aura moins de promiscuité sur le vieux Kinshasa. Et ça permettra un certain relooking beaucoup plus facile, parce qu'il y aura maintenant moyen de se dire, on rase un quartier et on sait où les reloger, et on refait le système de drainage, on refait l'assainissement, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Si on doit casser des routes, où est-ce qu'on les emmène? Et ça ne fera qu'augmenter les difficultés. Donc, avec l'ancien Kinshasa sera meilleur et prendra, je pense, plus de valeur que ce ne l'est aujourd'hui. Alors, bon, les maisons d'habitation, donc il y aura un travail de traçage, tout sera fait comme ça se fait sous d'autres cieux, prévu le téléphone, prévu l'électricité, prévu le Wi-Fi, et tout ça est déjà... Oui, exactement. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes passés par un plan de zone et par un master plan global avec des détails on va en profondeur sur chaque site. Concernant les zones résidentielles commencent par la viabilisation. La viabilisation, c'est le tracé des routes, c'est le tracé des canalisations, la mise en place de l'adduction d'eau, la mise en place des fourreaux pour électricité, ainsi que l'arrivée sur chaque parcelle de la fibre optique. Tout arrive normalement au même endroit. Dans ma jeune expérience, à titre personnel, j'ai eu l'occasion, dans des proportions beaucoup plus réduites, mais de le faire quand même. Dans la ville voisine, à Brazzaville, j'ai développé un projet de viabilisation où on avait à l'arrivée de chaque parcelle un boîtier avec l'eau, l'électricité, la fibre optique complète. Donc tout est là.
et il ne reste plus que le propriétaire, quand il arrive, sur base des instructions urbanistiques, il sait que j'ai acheté dans la zone 1. La zone 1, les maisons ne passent pas à plus de 1 étage, à plus de 2 étages. Il vient avec un plan qui est validé par les services urbanistiques et il construit, il n'a plus de casse-tête, il paye juste pour se connecter à l'eau, l'électricité, il a l'internet et on l'espère, le triple play, tout ce qu'il faut, et puis voilà. Ça, c'est vraiment la base de ce que nous voulons faire, et ça va se faire. Alors, bon, beaucoup de choses, et avant de monter sur ce plateau, vous m'avez parlé d'un centre, d'un hôpital consacré aux grands brûlés. C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons, il y a toujours aussi un peu sa petite histoire personnelle. Comme d'habitude, le concepteur, il met toujours un peu ses petits ingrédients. J'ai eu l'occasion de travailler sur, pas en tant qu'ingénieur, mais dans mon cadre de responsabilité sociétale, personnelle, où j'ai un côté où je travaille avec des amis pour ceux qui en ont besoin. Et nous avons développé un projet de grand brûlé que nous devions développer avec des spécialistes du métier belge, des anciens militaires, pour pouvoir venir implémenter à Kinshasa. Ça devait être le plus grand centre, et ça sera aujourd'hui le plus grand centre des grands brûlés dans la sous-région, afin de pouvoir après ramener tout le monde. Et on pense que ce genre de projet vont non seulement aider la population, mais vont aussi justement permettre une sorte, si je peux dire, sans être morbide, de tourisme médical qui va se projeter vers Maluku, parce qu'en plus, voilà, on donne des solutions à la population. Très très bonne chose, parce que ça va nous éviter d'envoyer nos malades privilégiés à l'extérieur. Oui, déjà dès l'instant, on aura un premier centre d'oncologie. Ça va régler beaucoup de problèmes, ça va permettre de pouvoir se faire examiner plus tôt, ça va, puisque les gens seront pris en charge très tôt. Les gens moins de morts de cancer. Moins de morts de cancer. C'est vraiment, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un impact sur la vie, c'est un impact sur l'être humain en fait. Il ne s'agit pas ici de vous, de moi, il ne s'agit pas d'argent ou de grandeur, mais il s'agit de l'être humain. Et nous pensons vraiment que ça aura un impact important. Et ainsi, Kinshasa ne va plus exploser, parce que nous allons vers l'explosion. On parle vous parliez tout à l'heure du nombre de Kinois, certains vont jusqu'à 20 millions d'habitants. Oui, mais et même plus. Ah ben. Et même plus, les informations des institutions des Nations Unies parlent quand même d'une très forte explosion à 2030, à 2050. Là, on passe comme la première ville africaine. Mais en 2030, il y a une explosion exponentielle qui va se faire de cette population. Donc, si nous ne prenons pas les mesures maintenant, c'est déjà demain. 2030, c'est déjà demain. Et nous devons justement, c'est l'État solidaire, l'État responsable, c'est de pouvoir justement anticiper. Et là, je reviens, je rends hommage à son Excellence, le Président de la République, qui a vu cela venir en 2019, quand justement il a dit qu'il fallait une nouvelle ville arrimée à l'ancienne ville, quand justement il a dit que son rêve c'était de voir Kinshasa développer une nouvelle ville. Donc je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus une option, ni un caprice, ni un dortoir qu'il faut faire, mais c'est une nécessité. En vérité, on est aux urgences, on n'est pas à une consultation normale. Je précise que dans l'autre vie, vous avez travaillé avec un grand constructeur, vous avez eu suffisamment d'expérience. J'ai parlé de M. Forest. Ce n'est pas rien, donc on peut vous faire confiance. Mais, afin qu'on vous fasse complètement confiance, il y a une autre question. Elle est essentielle. Aujourd'hui, quand on va vous écouter, on va se dire « Ah, M. Kateboué a de l'argent. Voilà la personne qu'il faut fréquenter. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à voir comment aller se prendre un petit million
comment les choses vont-elles se passer? Je voudrais vous mettre à l'abri. Oui, oui déjà, première chose, en toute sincérité, ce qui va quand je me retrouve devant vous aujourd'hui, voilà, d'abord c'est un honneur, mais ça date de combien d'années qu'on vous a suivi avec beaucoup de fierté. On était tout jeunes, on vous a suivi avec beaucoup de fierté. Ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix, puisqu'aujourd'hui vous avez celui qui était un petit élève qui est devant vous aujourd'hui et qui est fier d'être en face de vous. Donc ça n'a pas de prix. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important sur ce projet, c'est que voilà, dans 20 ans aussi, et plus, que ce soit mes enfants, mes petits-enfants, mes petits voisins, mes collègues puissent dire, voilà, il a été dans cette équipe de précurseurs. Il a été là, il a fait son travail d'ingénieur, il a rendu à la nation ce qu'elle lui a donné. Ça, je pense que c'est le plus important. Et ça n'a pas de prix, et on voit bien que ça n'a pas de prix d'ailleurs. Il y en a qui sont bien riches, mais n'ont que de l'argent. Donc, c'est pas vraiment le plus important. C'est pas le plus important. Et en plus de cela, j'ai personnellement, et le cadre aussi s'y prêtait, on s'est arrangé pour que le modèle économique qui soit un modèle de partenariat public-privé, un modèle économique d'investissement de EPC plus F qui permet à ce que les flux financiers ne soient pas gérés par nous. Nous ne sommes qu'un régulateur qui va être un régulateur, d'ailleurs c'est une autorité technique, nous sommes une autorité technique, afin de permettre à ce que ça se fasse. Donc les partenaires financiers et techniques qui ramènent leurs investissements recevront directement de leurs financiers et eux réaliseront les travaux. J'aimerais bien que ces personnes qui ont envie de s'approcher de moi s'approchent quand même pour qu'on puisse ensemble réaliser ce projet. C'est un credo sur lequel il faut y croire. On parle aisément ici, mais ce n'est pas au quotidien, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est très dur. Et c'est des nuits blanches, et ce depuis le début de l'année. Donc, si ce n'était que pour de l'argent, je connais beaucoup d'autres secteurs où il y a moyen de mieux se faire de l'argent que de passer des nuits blanches comme ça se passe maintenant. Vous avez la jeunesse pour vous. Autant en profiter, pour ne pas regretter. Alors, je vais vous demander, vous savez, je suis professionnel et je sais que des longues interviews finissent par lasser. On va terminer par une question que j'ai toujours posée aux gens que j'apprécie. Qu'est-ce que vous auriez voulu dire et que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Oui, en tout cas, déjà, vous m'avez donné l'occasion de dire beaucoup de choses, de m'exprimer. On a fait longtemps sans vouloir s'exprimer parce qu'on avait voulu vraiment être concentré. Aujourd'hui, on a un concept complet. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la population peut vraiment espérer chasser la pauvreté avec ce projet. Parce que déjà, même si nous nous calquons au point de vue purement institutionnel, c'est un projet qui couvre plusieurs engagements et initiatives du programme du gouvernement. C'est un projet qui mérite un accompagnement, que ce soit Thierry ou quelqu'un d'autre, parce que ça va servir à toute la République. D'abord, sur le projet de l'extension, comme j'ai dit, les cités industrielles auront de l'impact tout autour de Kinshasa. Et avec notre hub logistique que nous voulons mettre en place avec le port, on pourra fournir à Kisangani, à l'Équateur, au Kasaï, par le fleuve, ce qui sera produit sur place, et ça ne viendra plus nécessairement de l'extérieur. Donc ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que ce projet n'est pas un projet quinois. C'est un projet national, d'abord parce que Kinshasa, c'est le miroir. Donc quand les gens veulent venir injecter $1 million dans une province à l'intérieur, ils passent par Kinshasa. Et quand ils ne se sentent pas rassurés, ils ne sont pas sûrs de les injecter. Donc c'est un miroir, c'est un projet national. Et notre objectif, c'est que quand on finit de mettre en place cet écosystème, les gens qui viendront de l'extérieur diront « Ah, mais il y a moyen de faire les affaires à Kinshasa. Dans la nouvelle ville, je suis arrivé, c'était propre, je pouvais circuler tranquillement, j'allais au bureau, mais j'avais la domotique à ma maison, au bureau, des quartiers sécurisés, tout est fait, transport
public de masse est fait, et à partir de cet instant, ça donne la confiance. Et ça, l'objectif est de pouvoir le répliquer ensuite dans les autres provinces, peut-être à échelle plus petite, mais au moins moderniser le pays, je ne vais pas dire en un coup de baguette magique, mais en une fois. En une fois, on pourra mettre en place un plan de développement des villes qui est normalement la suite logique du plan de développement des 145 territoires. Quand on a fait les territoires, l'objectif sont les villes après. Et surtout que ce plan de développement des villes aura un impact important sur les territoires parce que généralement c'est en dehors, c'est comme Maluku, c'est dans une zone périurbaine, donc tout ce qui est rural autour bénéficie de ce développement. Donc ce que j'aimerais dire, ce projet est un projet national, déjà il dépend du gouvernement central, mais c'est un projet national, c'est un projet qui peut être utilisé comme exemple pour le reste de la République, parce que c'est par là qu'on voit le développement. On dit toujours, vous voulez vous développer, eh bien, construisez des villes. Y aura-t-il, ce sera ma dernière question, des sociétés qui viendront déjà construire un modèle, par exemple, de logement qu'on pourra acquérir, ou c'est chacun qui viendra prendre sa moitié de terre pour construire? Comment ça va se passer? Il y aura les deux, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura viabilisation pour tout le monde. Très bien. Même celui qui viendra prendre son lopin de terre pour construire son modèle, il devra suivre la viabilisation existante ainsi que les normes urbanistiques. Donc si vous venez acheter, comme je l'ai dit tantôt, en zone 1 et qu'on dit ici vous pouvez construire, on va vous dire vous n'allez jamais construire plus d'un étage. Et ça va être écrit dans le contrat de vente, que ici on ne va jamais dépasser un étage. Donc vous n'aurez jamais, ce Kibambi, où je vous invite déjà à vous intéresser à avoir un logement là-bas, vous n'aurez jamais un voisin qui va monter du jour au lendemain à 10 étages, à 20 étages, alors que vous avez une maison à un seul étage. Donc on va avoir ça, il y aura ces zones où on pourra construire ses propres logements, mais suivant les normes urbanistiques de la zone. Et il y a justement des projets où il y a des maisons toutes faites qui sont construites en chaîne et les gens pourront s'en attribuer. Merci d'être passé par ici, parce que nous, dans cette émission, nous avons déjà préparé nos téléspectateurs à beaucoup de disciplines. Donc, en venant chez nous, vous trouvez déjà des téléspectateurs qui sont préparés, parce que sans discipline, c'est le désordre. Et avec le désordre, ça ne mène nulle part. C'est l'insécurité, c'est tout. Voilà, je vous ai offert ce genre de téléspectateurs que nous avons préparés en amont. Vous leur avez parlé et je crois qu'ils sont contents. Merci, Monsieur Thierry Katamboué, d'être venu, et beaucoup de chance à vous, à vos équipes. Continuez à ne pas dormir beaucoup. Ouais. Bon travail et bonne chance. Merci beaucoup, M. Kibambi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission, je sais qu'elle vous a intéressé parce que vous avez des problèmes d'embouteillage, moto et tout ça. Bon, ça va finir petit à petit. Croyez d'abord dans ces projets, parce que M. Thierry Katamboué a été tout simplement convaincant. Katamboué n'est pas frère à... il est tout simplement citoyen du monde. Il vient du Katanga comme moi. C'est un plaisir d'avoir reçu un jeune frère qui m'a connu depuis Lubumbashi et avec lequel on va évoluer dans cette grande ville de Kinshasa, enfin transformée. Bonsoir et bonjour chez vous.